Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravi d'être parmi vous. Nous sommes le mardi 13 juin. Soyez les bienvenus sur Monaco Info et voici les titres qui seront développés. Une grosse thématique philosophique aujourd'hui avec les matinales de la Place d'Armes à l'occasion de la semaine philo. Le prince Albert II était présent lors d'une table ronde ce mardi matin avec pour thématique l'environnement. Un conseiller pédagogique sera avec nous pour donner quelques conseils aux élèves de terminale qui passeront justement l'épreuve de philo ce mercredi. Autre invité à la commissaire de la nouvelle exposition à la Villa Sauber, Célia Bernasconi nous présentera cette expo consacrée aux photos de Mauro Restif, consacrée à la Villa Santo Sospir à Saint-Jean-Cap-Ferrat, entièrement peinte, voire même tatouée par Jean Cocteau. Sans oublier bien sûr la victoire de la Rocca Team face à Boulogne-Levallois en finale du championnat de France. Monaco n'est plus qu'à une victoire du sacre. Coup d'envoi ce mardi au marché de la Condamine des matinales philo avec pour thème aujourd'hui l'écologie. Avant la diffusion de cette matinale tout à l'heure à 21 h sur Monaco Info, nous vous proposons d'en écouter un extrait. Cette matinale était proposée en partenariat avec la Fondation Prince Albert II. Écoutons justement le souverain qui a répondu aux questions de Sandrine Nègre. Il était aux côtés de sa nièce Charlotte Casiraghi, présidente des rencontres philosophiques de Monaco. Je pense que la réflexion, qu'une plus grande réflexion, qu'une réflexion plus approfondie peut nous amener à une plus grande prise de conscience de la part de tous, mais il faut, au-delà de la prise de conscience, il faut agir aussi. Il faut amener à l'action et à des mesures qui amènent vers plus de durabilité, plus de protection de notre environnement, qu'il soit terrestre ou marin. Prochain rendez-vous de ces matinales philo sur la Place d'Armes, en partenariat avec Monaco Info et la mairie, ce mercredi 9 h avec pour thématique l'éducation. Vous avez vu le souverain participer à cette matinale. Et bien juste après, le prince Albert II est retourné au palais pour recevoir les lettres de créance de 4 nouveaux ambassadeurs représentant le Bangladesh, la Mongolie, le Canada et le Kazakhstan. La Rocca Team s'approche de plus en plus du titre de champion de France de basket grâce à sa deuxième victoire face à Boulogne-Levallois 95-88 hier au soir, salle Gaston Médecin. Vous l'avez peut-être suivi sur place ou sur Monaco Info. Quoi qu'il en soit, voici le résumé de la rencontre avec Yannick Debevert. Dans une salle Gaston Médecin à guichet fermé pour cette deuxième manche des finales du championnat de France, les Metropolitans de Boulogne-Levallois ont longtemps cru pouvoir égaliser dans la série. Sans doute trop relâchés après le premier match largement dominé, les Monégasques ont subi toute l'envie et l'orgueil des hommes de Vincent Collet. Muette pendant 3 minutes 30, la Rocca Team encaisse un 10-0 initial. En 10 minutes, les Franciliens avaient déjà inscrit plus de points que sur leur première mi-temps du match 1. Mais dès le deuxième quart, les Blancs accélèrent pour effacer leur retard et finalement virer en tête à la mi-temps. L'homme de ce premier acte s'appelle Tayshaun Thomas, inarrêtable à l'intérieur et auteur de 14 points pour les Mets. L'homme en forme, Tayshaun Thomas. Au retour des vestiaires, c'est Jordan Lloyd qui va piquer la vedette à Thomas. L'arrière américain finit MVP de cette rencontre avec 23 points pour 25 d'évaluation. Monaco retrouve sa confiance dans le troisième quart-temps, à l'image de ce superbe step-back d'Eli Okobo. Ouh, Eli Okobo. Il me semble qu'Hugo Besson, il a eu la cheville qui a un petit peu brillé aussi. Devant au score, les Rocca Boys déroulent en début de dernière reprise avec un 13-5 infligé aux jeunes Metropolitans. Le collectif monégasque est à son meilleur niveau avec 25 passes décisives. Un collectif bien rodé pour faire briller les individualités. Et donc, vengeance! Il vient nous claquer le poster de cette finale. À 2 minutes de la fin du temps réglementaire, Barry Brown ramène son équipe à -5. Mais Monaco gère parfaitement les ultimes secondes pour faire le break dans ses finales et mener 2-0 face à Boulogne-Levallois. Il a manqué un peu plus de stop, un peu plus de tirs ouverts marqués. Donc ouais, non, ça s'est joué à rien ce soir. On a essayé de bien réagir ce soir, c'était important pour nous. On a montré qu'on pouvait rivaliser avec cette équipe. Donc à nous de doubler ce match, d'apprendre de ce match et essayer de revenir plus fort pour le match 3. I'm extra satisfied with the win, actually. We knew it's not going to be the same game. They delivered an unbelievable game. You know, like we got in situation without any reason, you know, like to have a fear till the end, but on the end we deserve to win. Il ne manque donc plus qu'une victoire à Monaco pour être sacré champion de France. Un Graal qu'il faut maintenant aller chercher du côté de Paris, à Roland-Garros précisément,
où près de 15 000 personnes seront présentes. Coup d'envoi de la première balle de titre monégasque ce jeudi à 20h30. Match à suivre donc en direct sur Monaco Info. Si l'on discute philosophie en ce moment un peu partout dans Monaco, eh bien ce sera philo également pour les élèves de terminale qui passent le bac avec l'épreuve ce mercredi. Pour donner quelques tuyaux avant l'épreuve, nous recevons le conseiller pédagogique Pascal Fabiano. Bonsoir. Bonsoir Fabien. Je suis un petit peu perdu pour être honnête et je pense que je ne suis pas le seul en ce qui concerne les épreuves du bac puisqu'elles ont changé par rapport à mon époque. Comment passe-t-on désormais le bac ? Il y a, je crois, déjà eu des épreuves en mars. Expliquez-moi un peu ce qu'un élève de terminale doit faire pour passer le bac maintenant. Oui, alors il est vrai qu'avec la réforme du baccalauréat, le baccalauréat a complètement changé. Aujourd'hui, les élèves obtiennent le baccalauréat à la fois à travers un contrôle continu qui compte pour 40% de la note globale et à 60% à l'occasion d'épreuves finales. Une discipline ne peut être évaluée qu'une fois, soit en contrôle continu, soit à l'occasion d'une épreuve finale. Et en effet, en mars dernier, les élèves de la Principauté de Monaco, ils sont 370 dans les filières générales et technologiques concernées, ont passé leurs épreuves de spécialité qui comptent pour 32% de la note finale, soit à peu près un tiers. D'accord. Et là, donc, il va y avoir l'épreuve de philosophie ce mercredi, c'est bien ça ? Oui, absolument. Ce mercredi matin aura lieu cette épreuve de philosophie. Donc c'est vrai que du coup, c'est un petit peu différent de ce que la plupart de vos téléspectateurs ont pu connaître, parce que pendant près de 50 ans, l'épreuve de philosophie était celle qui marquait le début des épreuves de baccalauréat de terminale. Et puis désormais, eh bien, les élèves qui vont se présenter demain matin pour composer, en réalité, pour une bonne partie d'entre eux, ont déjà leur baccalauréat, puisque si on additionne les 32% des spécialités dont ils ont déjà connu la note, qui a été intégrée à Parcoursup, et les 40% de contrôle continu, finalement, pour certains, demain, l'enjeu principal, ce sera, et je l'espère pour eux, de glaner des points pour obtenir une mention, à l'instar des 90% de bacheliers généraux qui l'ont obtenu l'an dernier en Principauté de Monaco. Oui, il y a un petit peu moins de suspense. Un conseil peut-être de dernière minute, que doit faire un élève la veille d'une épreuve de philosophie ? Alors, les élèves ont obtenu de nombreux conseils de la part de leurs enseignants de philosophie qui sont hautement qualifiés. Moi, je rajouterais simplement que la veille d'une épreuve, ce qu'il faut, c'est surtout se mettre en confiance. Il ne s'agit absolument pas de réviser des choses qu'on n'a pas travaillées, qu'on n'a pas suffisamment travaillées, mais au contraire, de se concentrer, si on souhaite réviser, sur des choses qu'on maîtrise, comme ça on arrive en confiance. Mais surtout, se reposer, respirer et arriver dans de bonnes conditions à cette épreuve. Ouais. C'est toujours 2 sujets de dissertation et un commentaire de texte ? Oui, plus précisément, c'est une explication de texte. Effectivement, les élèves auront le choix entre 3 sujets. Une explication de texte philosophique qui porte sur un auteur et une notion du programme. Et puis, ils auront le choix également entre 2 dissertations. Ces dissertations, ce sont des questions ouvertes qui mettent en opposition, on va dire, ou en relation 2 notions. Et cette mise en relation doit émerger sur une problématique. Par exemple, en quoi le vrai est-il vraisemblable ? Qu'est-ce qu'il vaut mieux choisir, puisque l'on est entre nous, là, comme ça, qu'est-ce qui est le plus facile ? Alors, rien n'est facile en fait. Moi, je reviendrai sur les enjeux de l'enseignement de la philosophie en terminale. Qu'est-ce qu'on cherche à faire quand on enseigne la philosophie ? On cherche à développer le jugement critique des élèves et à leur transmettre une culture philosophique de base. Donc, rien ne sera plus facile, mais disons que l'éducation au jugement critique, à la réflexion, à l'argumentation, c'est quelque chose que les élèves ont travaillé depuis toujours et ils auront de toute façon, quel que soit le sujet, la possibilité de montrer, de mettre en avant cette compétence qui, quoi qu'il arrive, quel que soit le sujet, quel que soit l'auteur évoqué, sera valorisée. Et qu'est-ce que vous conseillez à un élève lorsqu'il a fait son choix, il est devant son bureau, quelle est la bonne méthode de travail ? S'essouffler, prendre du recul, que doit-il faire ? On vous écoute, vous avez 4 heures, tiens, comme la durée de l'épreuve. Alors, non, effectivement, vous l'avez dit, l'enjeu, c'est de rester calme, de bien prendre connaissance des 3 sujets, prendre le temps de la réflexion, au moins 15-20 minutes, et s'engager dans le sujet, puisqu'encore une fois, il n'y en a qu'un seul à traiter, s'engager vers le sujet qui permettra à l'élève d'identifier le plus rapidement une problématique, de rattacher cela aux notions du programme, de mettre en avant ses capacités réflexives et argumentatives. Et à l'inverse, qu'est-ce qu'il ne doit surtout pas faire ? Eh bien, naturellement, ne pas se précipiter. Ouais. Ne pas se précipiter, prendre son temps. Eh bien, on souhaite le meilleur pour les élèves de terminale qui vont passer l'épreuve philo ce mercredi. Pascal Fabiano, merci. Merci à vous.
On ouvre une page culture et nous commençons avec une nouvelle exposition à découvrir à la Villa Sauber. Le titre Santo Sospir, une expo photo de Mauro Restif concernant la villa entièrement repeinte et redessinée par Jean Cocteau dans les années 50. Reportage de notre spécialiste Frédéric Hélion sur des images d'Alban Gingembre. C'est le fruit du travail de deux artistes qui ont eu la chance de vivre à deux époques différentes dans une mythique demeure. De 1950 à 1962, Jean Cocteau réside et décore intégralement la Villa Santo Sospir à Saint-Jean-Cap-Ferrat. Plus de 55 ans après, l'artiste brésilien Mauro Restif y séjourne une semaine en 2018 et capte l'esprit des lieux avant la fermeture pour restauration. Voilà comment naît l'exposition Santo Sospir, un véritable dialogue entre une série de photographies de Mauro Restif et une sélection de dessins, peintures et tapisseries de Jean Cocteau. And it was an extremely rich experience to be in that house full of art, full of life, full of objects and traces, history. It was quite a privilege. It was, and I was completely taken by it and was able to photograph the house in different light situations, in different times of the day or night. Always being interested in how photography rereads things, you know. So in this case, how it's rereading art, especially Cocteau's work, and then like there is a way to transpose what's on the wall into a photographic surface and then to bring it to another context, like to take it again, like to a museum. L'exposition Santo Sospir est à découvrir du 13 juin au 15 octobre à la Villa Sauber. Vous venez de voir le reportage concernant cette nouvelle exposition à la Villa Sauber. Pour en découvrir davantage, nous sommes avec la commissaire de l'exposition, Célia Bernasconi. Bonsoir. Bonsoir. Que peut-on dire de cet artiste brésilien, Mauro Restif, et sur ce travail-là en particulier? Alors c'est un artiste qui a pour particularité d'utiliser uniquement et exclusivement des procédés analogiques, c'est-à-dire qu'il travaille avec deux appareils photo, un Leica et un Rolleiflex qu'il a toujours avec lui, et qu'il ne passe à aucun moment par le numérique. Donc il ne scanne pas ses négatifs, il travaille vraiment à l'ancienne, il fait tirer ses négatifs, il est là au moment des tirages dans le labo. Et ce que l'on voit dans l'exposition, ce qui est devenu très rare, ce sont des tirages de très grande dimension, des tirages argentiques pour les noirs et blancs, qui du fait de leur dimension ont un grain très particulier, très présent, une vibration, et on peut voir vraiment la matière photographique à l'œuvre, ce qui a disparu de la photographie numérique, et je pense que notamment dans les jeunes générations, nos visiteurs vont peut-être découvrir un type de photographie auquel ils ne sont peut-être pas habitués. Et qu'est-ce qu'elle a de particulier, selon vous, cette villa Saint-Jean-Cap-Ferrat, Santo Sospir, depuis qu'elle a été, on va dire, tatouée par Jean Cocteau? C'est un exemple assez unique. En fait, la Villa Santo Sospir, elle fait partie des rares œuvres monumentales de Cocteau. Cocteau était, comme on sait, un poète, un dramaturge, et c'est essentiellement dans cette décennie des années 50, quand il arrive à Saint-Jean-Cap-Ferrat, qu'il va s'essayer justement à des œuvres plus monumentales, et notamment à la peinture. Alors effectivement, il dit qu'il tatoue cette maison en hommage au tatoueur. Absolument partout. Absolument partout. Voilà, c'est une référence au tatoueur du Villefranche de sa jeunesse. C'est des tatouages qu'il voyait sur les marins dans les années 20. Et il va tatouer tous les murs. On peut dire que Jean Cocteau a laissé libre cours à son imagination et à son inspiration. Oui, il a laissé libre cours, et en même temps, l'un des objectifs de l'exposition, c'est aussi un petit peu de réhabiliter ce travail-là de Jean Cocteau, qui a été beaucoup moins étudié que le reste. La dernière décennie de Cocteau a été tenue un peu à l'écart par les historiens, ces années méditerranéennes, justement parce qu'il s'essayait à beaucoup d'autres choses, et que dans l'historiographie française, on n'aime pas tellement les artistes comme ça à talents multiples. On a bien rentré les gens dans les cases, oui. Voilà, il faut rentrer dans les cases pour l'histoire de l'art française, en tout cas jusqu'à il y a quelques années. Maintenant, les choses sont plus ouvertes. Et donc l'idée de ce projet, c'était vraiment quand même de montrer que cette œuvre à Santo Sospir de Cocteau, elle est complètement liée, complètement cohérente
avec l'ensemble de son travail depuis 1910. On trouve ici dans l'exposition des dessins de 1911, notamment qu'il a fait pour les ballets russes à Monte-Carlo, mais aussi avec sa poésie, sa littérature, et de montrer qu'il y a en fait une grande cohérence. Et comment vous avez organisé l'exposition? Il y a une thématique en fonction des pièces. Comment c'est organisé? Alors c'est organisé très librement. On a pris justement, comme Santo Sospir est rempli de dormeurs dessinés sur les murs, avec Mauro Restif, et à travers ses tirages qui représentent beaucoup de ces dormeurs, on a voulu un peu proposer une visite rêvée. Donc le premier thème, la première salle, introduit au thème du rêve, et c'est vraiment une invitation à la rêverie que l'on propose aux visiteurs. Il y a très peu de texte au mur, mais l'idée c'était vraiment de laisser le visiteur faire son propre chemin, mais oui, il y a une thématique par salle qui est explorée. Et pour finir, en quelques mots, qu'est-ce que vous auriez envie de dire aux téléspectateurs pour leur donner envie d'aller voir cette exposition à la Villa Saubert? Difficile. Moi, je dirais que c'est vraiment un travail photographique qui se fait très rare. Et puis, c'est aussi l'occasion, je pense, de redécouvrir l'œuvre de Jean Cocteau, qui était un immense artiste qui a passé toute la fin de sa vie sur la Côte d'Azur. Je le rappelle, vous êtes la commissaire de l'exposition Santo Sospir avec des photographies de Mauro Restif concernant la villa entièrement repeinte et redessinée par Jean Cocteau. Une exposition à découvrir jusqu'au 15 octobre à la Villa Saubert. Célia Bernasconi, merci. Merci beaucoup. On passe d'une expo photo à une autre avec le travail du Club Image Monaco. L'exposition est ouverte au public tous les jours jusqu'au 18 juin, entre 13h et 18h30 à l'espace du comité AIAP au premier étage du quai Antoine Ier. Vous voyez là quelques images du vernissage de lundi soir. Des jeunes de la paroisse Sainte-Dévote vous proposent un spectacle ce vendredi à 20h sur le parvis de l'église en hommage au bienheureux Carlo Acutis, un jeune Italien mort à l'âge de 15 ans en 2006 d'une leucémie. Il s'était investi sur Internet pour y témoigner de sa foi. Il est proclamé bienheureux par le pape François en 2020 et proposé comme saint patron de la jeunesse catholique et des usagers d'Internet. Son exemple a particulièrement touché les jeunes et c'est dans ce cadre que la paroisse Sainte-Dévote propose ce spectacle. Autre rendez-vous diocésain, la paroisse Saint-Martin avec la bénédiction de l'orgue de l'église du Sacré-Cœur. Bénédiction suivie de la messe de la fête patronale ce vendredi à 18h30. Et le dimanche 18 juin, 20h, le concert inaugural donné par l'organiste titulaire. Courir près de 1450 km, en nager 90, le tout en un mois à raison d'un marathon et demi par semaine. C'est le défi Agrippa que s'est lancé Ermanno Di Micheli. Il a traversé la France pour la bonne cause, de passage en principauté avant son terminus à Menton. Justin Hadel et Alban Gingembre sont allés à sa rencontre. Ce qui me motive, c'est l'aspect sportif, puisque traverser la France en courant et en nageant, ça représente un petit peu de kilomètres et puis un petit peu de temps passé sur les routes et dans l'eau. Mais au-delà de ça, ce qui me motive encore plus que le défi sportif en lui-même, c'est véritablement les causes que je souhaite soutenir, à savoir la recherche contre le cancer des enfants, en soutenant l'association Imagine for Margot, et la protection de l'environnement en soutenant l'association Une bouteille à la mer. Je retiens beaucoup d'échanges, beaucoup de partages, beaucoup de beaux endroits où on s'est arrêté, beaucoup de belles personnes rencontrées, et ça me donnerait presque envie de continuer, mais il faut aussi accorder un petit peu de temps à la famille. On a mis en place une collecte qui permet de lever des fonds pour pouvoir apporter à ces deux causes, puisqu'on aura beau dire que les causes sont belles, l'argent reste le nerf de la guerre. Donc on a mis en place cette collecte qu'on peut retrouver facilement sur le site agrippa.me ou en tapant Agrippa GoFundMe sur internet, on tombera facilement sur la collecte. À l'heure actuelle, on a collecté un peu plus de 4 000 € sur cette collecte, et l'idée c'est de la faire grimper au maximum. J'espérais pouvoir lever au moins 10 000 € pour pouvoir en verser au moins 5 000 à chacune des deux causes. On en est encore un peu loin. Il me reste 17 km avant de boucler la traversée de la France, mais la collecte reste ouverte pendant tout l'été, donc n'hésitez pas. Le point sur vos prévisions météo avec Frédéric Hélion avant de se quitter. Une amélioration est-elle prévue pour mercredi, Frédéric? Pas vraiment, Fabien, encore un ciel bien chargé avec des averses possibles en fin de matinée et des risques d'orage dans l'après-midi. Côté thermomètre, les températures seront comprises entre 18 et 22 degrés. Mercredi 14 juin, ce sera la Sainte-Élysée. Merci Frédéric. Nous en avons parlé dans cette édition. Vous avez peut-être regardé le match salle Gaston Médecin ou en direct sur Monaco Info. Je parlais de la très belle deuxième victoire sur les 3 à obtenir pour être champion de France de basket. C'était hier au soir. La Roca Team qui s'est une nouvelle fois imposée sur son parquet, et ce sont les photos du jour prises par Manuel Vitali. C'est là-dessus que l'on se quitte, mais rassurez-vous, on se retrouvera demain à la même heure. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. À très bientôt. Au revoir.